Pousser la voix, toujours pousser la voix. Dès que je te regarde, mon regard rencontre le chauffage et je peux pisser. Mais il est vraiment pas allumé. Non mais je sais Vraiment pas mais grand aussi, qu'est-ce quoi. que c'est que la gueule de ça quoi. Mais imagine, il fait vraiment froid dans ton appart, Ouais, c'est en ça fait, qui c'est va ça. te sauver. Non mais là, vous êtes au courant que le chauffage est... Non, mais il fera jamais, il fera jamais froid. Je ne vais jamais hypothétiquement. l'allumer Non, le chauffage. Mais en fait c'est juste qu'il y a un mec qui a construit ça qui s'est dit C'est pour 18 suffisant. mètres carrés c'est complètement... Avec ma mère, on suait, genre on était dans l'appart en t-shirt et en short, on Mais suait. comment c'est possible? Mais je sais pas. Bonjour à toutes, à tous et à tous les révolutionnaires légendaires qui se trouvent entre les deux. Vous écoutez Ctrl Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler pour ce 4e épisode. Hippo et Elias sont avec moi en direct depuis la capitale. Bonsoir. N'hésitez pas à répondre, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle la politesse. Allez, j'entends déjà nos plus fidèles auditeuristes se dire « Mais où sont Marie et Val ?» Nos deux colocataires préférés sont restés à Lyon. 2 êtres nous manquent, et voilà que nous sommes doublement dépeuplés. Et comme la Martine n'était pas dispo, j'ai appelé Amélie, et elle a accepté l'invitation. Amélie, sois la bienvenue. Bonsoir. Alors on rappelle que tu travailles comme assistante d'édition. Est-ce qu'il t'arrive Tout à parfois fait. de rédiger les sommaires des ouvrages que tu édites ? Absolument pas. Et bien figure-toi qu'ici, tu n'auras pas à le faire non plus puisque c'est moi qui les écris. Et c'est tout de suite d'ailleurs. Les médecins lui ont interdit de boire du coca après 18h, mais pour notre plus grand plaisir, elle ne les a jamais écoutés. Hippo, contre quoi pousseras-tu ton coup de gueule aujourd'hui ? Contre la violence en règle générale. Lui, depuis Lyon, il s'intéressera à un établissement qui se trouve pourtant à Neuilly-sur-Seine, dans le 9-2, comme ne disent pas les Bourges. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras ? Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous chanter la SACEM. Quant à moi, je tenterai d'exorciser le retour de ma plus grande peur avant de laisser la parole à notre cuisinier préféré, celui qui, quand il fait sa pâte à crêpes, nous dit « Mélenchon !» Elias, de quoi débattrons-nous au Café du Commerce ? Aujourd'hui, on parlera de l'intelligence artificielle et de ses impacts sociaux, écologico-économiques. Enfin, il sera l'heure de clore cet épisode en beauté. Marie, quel sera ton mot de la fin ? Coucou, eh bien écoute, aujourd'hui on va parler d'une question existentielle, trouver sa place. Pour les coups de boule, l'équipe de France avait Zidane. Chez Ctrl Z, les coups de boule, c'est pour Bibi. Mais les coups de gueule, c'est pour Hippo. Et c'est tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, comment allez-vous en ce mois de fin de novembre ? Bon, je vous préviens d'emblée, les sujets de cette chronique ne sont pas des plus positifs. C'est une sorte de coup de gueule, hommage de Mélie Milo aux victimes, quelles qu'elles soient, de terrorisme, de trafic de drogue, de féminicide et de tout type de violence. Allez. Parfait. Ce 13 novembre 2025, plusieurs événements tristes et tragiques se sont déroulés. On a commémoré dans un premier temps l'anniversaire tragique des attentats du 13 novembre 2025, qui sont les attentats les plus meurtriers commis sur le sol français depuis les guerres mondiales. 132 morts et 413 blessés. Le 13 novembre, la France rendait hommage à toutes ces victimes qui ont perdu la vie durant les attentats, toutes les personnes qui ont perdu des proches, toutes les personnes qui ont été blessées, toutes les personnes qui ont été marquées dans leur chair ou dans leur esprit par ces actes inhumains et barbares. 10 ans après, personne n'a oublié et la France commémorait les 10 ans de ces attentats en rendant hommage à toutes ces victimes qui ont été assassinées car elles vivaient. Ce 13 novembre 2025, Mehdi Kessassi est également devenu une victime. Une victime de narcotrafic car son frère, Amin Kessassi, un militant écologiste, luttant contre le narcotrafic à Marseille. En 2020, il avait déjà perdu son frère dans un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Il s'était alors engagé contre le trafic de drogue et avait fondé une association qui venait en aide aux proches des victimes de règlements de compte. Amin a fait l'objet de plusieurs menaces en août 2025 et a été depuis placé sous protection policière. Il avait publié un livre en octobre 2025, Marseille, sèche tes larmes, vivre et mourir en terre de narcotrafic, dans lequel il rédige une lettre posthume à son frère décédé. Ce livre est aussi bien politique qu'intime puisqu'il s'adresse à son grand frère qui est mort. Amin y était très engagé dans la lutte contre le narcotrafic. Son deuxième frère, Mehdi, a été assassiné, sa vie lui a été arrachée, volée. Cette exécution, elle est pour faire peur à Amin, pour le faire taire et le faire stopper dans sa lutte. Une marche blanche a eu lieu pour rendre hommage à son frère tué où plus de 6000 personnes se sont réunies en son hommage.
La semaine dernière, 5 féminicides ont été recensés. La semaine dernière, 5 femmes sont mortes car elles sont des femmes. Cela porte le nombre de féminicides en France en 2025 à 149 femmes. Malgré la journée mondiale pour l'éradication des violences faites aux femmes chaque 25 novembre, la violence à l'encontre des femmes ne cesse pas. Le patriarcat fait des millions de victimes tous les jours. Les femmes subissent cette violence tous les jours, permis par un système patriarcal. La violence des hommes fait des millions de victimes tous les jours, touche tous les âges, tous les genres, tous les continents, ravage, détruit les vies sur son passage. Qu'il s'agisse de victimes d'attentats, de narcotrafic, de guerre, de génocide, de violences de genre, de violences sexistes ou sexuelles, de violences racistes, de violences queerphobes ou de tout autre type de violence, j'ai une pensée pour toutes ces victimes. Je nous souhaite beaucoup de courage pour affronter ces violences, ces conséquences, pour apprendre à vivre avec. J'espère profondément qu'un jour, le monde sera plus clément et plus tendre pour tous ses habitants. En attendant, on est fatigué. Bravo! Merci Pau d'avoir donné de la voix pour toutes les victimes de violences. Une question, est-ce que vous condamnez les violences? Non, je rigole. Tu parlais dans ta chronique de la commémoration des 10 ans des attentats du Bataclan. On avait tous à peu près entre 12 et 13 ans ici en 2015. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette journée du 13 novembre? Oui, je pense qu'on l'a tous où on était le soir. Moi je me souviens, j'étais à la remise des diplômes du brevet de ma sœur et il y avait la prof de français et je me souviens, elle avait dit ah mais en fait mes enfants ils savaient que ça allait être super long ce soir et ils m'ont grave regardé quand je partais comme si j'allais jamais rentrer à la maison et en fait c'était juste et en fait elle est morte, mais ça n'a rien à voir avec les attentats. Fin de la vanne, non je rigole, mais en fait en y repensant à cette phrase j'étais en mode oh, c'est une folie. Et après on était rentrés le soir et moi j'avais pas regardé les infos, en plus j'avais pété mon portable la semaine d'avant à un concert à l'époque, donc je l'avais pas, voilà. Concert de Shawn Mendes. Non, un truc nul éclaté au sol qui avait été fait par le collège, donc Ah. pas un artiste. Ah oui, gros concert. Ouais, gros concert. Grosse setlist. Très bien. Gros artiste de Gros ouf, sa son. mère, ouais. À donf quoi. Et donc je me souviens le samedi, je me suis réveillée et j'ai appris et franchement la sensation elle était atroce. Enfin, je me souviens vraiment de la sensation qu'on a eue. Et je me souviens aussi de Hollande, Emmanuel Valls qui a dit on est en guerre. Et moi j'avais 13 ans mais dans ma tête je me suis dit ah ok mais là en fait c'est 14-18, je me suis dit donc là ça va être les tranchées et tout ça et en fait vraiment je me souviens que c'était atroce, l'ambiance après elle a été morose, il y a eu une grande solidarité mais ça a été morose, plus personne n'osait rigoler, plus personne n'osait rire, faire des blagues pendant quelques semaines après quoi. Ouais, moi je rejoins plutôt Hippo où j'ai quelques souvenirs du soir même. Après moi ce qui m'a plus marqué c'est le après, où on était tous là à faire des minutes de silence dans les cours ou même dans les cours, dans les salles ou même dans la cour en extérieur sous le préau et tout, nous à Saint-Exupéry. Ouais. Donc c'est plus ça qui était marquant et puis tous les profs qui nous expliquaient ce qui s'était passé, puis ensuite la République, tous ces thèmes-là qui ressortaient, lutter contre le terrorisme et tout. Donc c'est plus en fait l'après qui m'a marqué en tant que tel, plutôt que le soir même, parce que le soir même, je l'ai vu ça aux infos, mais vu qu'on était petits, on comprenait pas forcément ce qui s'était passé. Ouais. Et donc c'est plus après qu'on a commencé à comprendre avec tous les événements, et puis Manuel Valls ou François Hollande qui parlait à la télé. Donc, Non, et puis c'est tout ce qui s'en est suivi. Tu dis la presse, c'est aussi Vigipirate, c'est aussi Ouais, l'état aussi, d'urgence. ouais. Oui, oui. C'était des mots qu'on entendait régulièrement qui étaient extrêmement forts. Ah oui, oui. Vigipirate, Sentinelle, on avait vraiment l'impression que c'était le bordel. Et puis On allait après, se faire fusiller sur la C'est place ça. publique. Quoi. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais après il y avait toutes les alertes quand on était en cours. Oui. Donc en fait, alerte Ouais. au collège, alerte attentat et c'est tout. Et en fait, vraiment, ils étaient en mode ok, donc là, s'il y a des terroristes qui arrivent, on réagit comme ça. Et je me souviens, c'était hyper stressant. Et pour en avoir parlé avec des gens qui ont grandi en banlieue parisienne ou à Paris, l'ambiance, genre dans les collèges après, elle était atroce parce que nous, on était à la campagne, donc le risque était moindre. Oui. Mais c'est vrai que les gens qui faisaient les alertes attentats quand ils étaient au collège à Paris, l'ambiance elle était atroce. Après, franchement, les profs ils ont eu un rôle de fou aussi après pour nous expliquer. Parce que je me souviens, on comprenait pas trop, on était perdus, on avait tous 13 ans. Et il fallait toute une pédagogie un peu pour nous dire voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est ça que ça veut dire, c'est ça la réponse. C'était. T'étais où toi en 2015, Amélie? Ça, je me rappelle pas comment j'ai appris en fait l'attentat. Mais comme vous dites, je me rappelle vraiment de l'après, de tout ce que ça a changé, Ouais. quand on en Oui. parlait en mais ça cours c'est entre sûr. nous. Et oui, en fait, on se rendait vraiment compte à quel point c'était proche de nous aussi. Parce que c'est vrai que c'était vraiment le premier gros attentat que... et surtout cette année-là, c'était une succession d'attentats. Il y avait C'est le ça. Bataclan, Oui. il y avait Charlie Hebdo, il y janvier. avait eu Et puis l'hypercachère, il me semble. Oui, C'est juste après. c'est juste Non, après. c'est juste avant. L'hypercachère et Charlie Hebdo, c'est en même temps. Et Ah après, oui. il y a eu Ouais. Stade de France.
les terrasses et le Bataclan. Et Ouais. après, le 14 juillet 2016, il y a eu à Nice. Ouais. Et puis, Enfin, ça a été vraiment 1 an et demi. moi j'avais regardé une émission de, je me rappelle plus qui, il y a pas longtemps, je crois que c'était Brut, ou enfin je me rappelle plus qui avait fait l'émission, et en fait ça s'est vraiment joué à peut-être 2 minutes près, genre où en fait le mec qui a fait les attentats il était très surveillé en Belgique, et en fait à un moment donné, 2 semaines avant il avait été, la police l'avait mis on va dire au commissariat, l'avait interrogé, et en fait ils l'ont relâché parce qu'il n'y avait pas assez de preuves à ce moment-là. Mais si seulement il y avait eu assez de preuves, on aurait peut-être pu éviter genre les attentats. Donc en fait, ça joue vraiment à des détails. Et c'est ça qui est fou en fait. Et je sais qu'il y a aussi un truc qui a beaucoup joué, c'est que la communauté des renseignements se parlait pas à Ouais, l'époque. exactement. Et en fait, c'était vraiment un truc d'ego de dire ah non, nous on est la DGSI, enfin nous on est la DGSE, donc on est les plus gros services de renseignement, donc on communique pas avec les autres. Et je sais que ça a été tout un bordel où en fait après, en fait c'est une raison pour laquelle aussi ils ont pas détecté. Et c'est parce qu'en fait, juste ils se parlaient pas entre eux pour des questions d'ego, de ah ouais, mais en fait, nous on est meilleur service de renseignement que vous et tout ça. Il y a un des terroristes qui a pu rentrer en Belgique parce qu'en fait, il s'est fait arrêter à la douane belge. Et en fait, les Belges ont contrôlé les papiers. En fait, vu qu'il n'était pas dans les services de renseignement belges en tant que tel, mais qu'il était recherché par les services de renseignement français à ce moment-là, et en fait, vu qu'il y avait un manque de communication, ils l'ont laissé passer parce qu'ils ne savaient pas qu'il était recherché à ce moment-là. Et en fait, après les attentats, justement, les renseignements, enfin, le gouvernement a créé des cellules où en fait, ils étaient en mode là, on vous oblige à communiquer entre renseignements parce qu'en fait, c'est aussi ça qui s'est produit le 11 septembre, c'est qu'en fait, le problème, c'est que personne communiquait parce que ils étaient en mode je veux pas parler avec machin, avec ci, avec ça. Et donc en fait personne se communiquait, personne se faisait les infos, mais tout le monde avait des bribes sur un des gars, mais personne disait ok lui il est vraiment dangereux, si moi j'ai, les autres ont. Et donc en fait c'est vraiment une question, ça s'est joué à pas grand chose quoi. Sans transition, Hippo, tu parlais, c'était un peu le deuxième sujet de ta chronique, 2 sur 3 dirons-nous, c'était la journée internationale de... Alors, moi j'avais de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais c'est pour l'éradication, c'est ça, des violences faites aux femmes. Il y a les deux, après c'est la traduction, comment elle change, parce que c'est une journée de l'ONU de base, mais du coup c'est sur l'éradication, c'est pour la fin des violences faites aux femmes. Bien, sachez aussi que le 25 novembre, c'est la Sainte Catherine. Oui, la Sainte Catherine. Mais pourquoi je vous parle de la Sainte Catherine ? Eh bien parce que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le jour de la Sainte Catherine, on fêtait les Catherinettes. Les Catherinettes. Qui sont les Catherinettes, Hippo ? Une tragédie grecque. Les Catherinettes, oui. Ce sont des femmes qui n'étaient pas encore mariées à 25 ans et dont la famille mettait énormément la pression puisque c'est une honte de ne pas avoir un mari et enfant à cet âge-là. Tout à fait. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur l'histoire de cette brave Sainte Catherine. Alors, les récits religieux racontent que la très pieuse Catherine d'Alexandrie a choisi de consacrer un mariage mythique à Rhésus, rejetant par là même tout mariage avec un homme terrien, comme moi. Du coup, l'empereur Maximilien, ce sapiosexuel, il kiffait bien les connaissances et la foi de Sainte Catherine, et il l'a demandé 3 fois en mariage. Et vous savez ce que... C'est non, ma belle. Voilà. Et vous savez ce que Catherine, elle a fait les 3 fois ? Elle lui a dit ciao. Elle a dit non. C'est ciao. Et vous savez ce que Maximilien, il a fait ? Il n'a pas arrêté. Il l'a torturée. Il l'a torturée. Et elle en est morte. Voilà. Super. Donc on comprend mieux pourquoi le 25 novembre. Quand même, question, est-ce que vous êtes plutôt team mariage ou team Catherine, vous ? Quel est votre avis sur le mariage finalement ? Team Catherine, parce que de base, le mariage a quand même été instauré pour que nous soyons la propriété d'un homme. Tout à fait. Puisque nous ne sommes finalement qu'une petite transaction financière. Ah oui, la dot, comme dirait... Exactement, notre grande philosophe à tous, Aya Nakamura. Donc, petite flemme de mon côté. Et puis aujourd'hui, c'est soit tu le fais pour des trucs fiscaux. Bon, c'est soit fiscal, soit tu es la propriété de quelqu'un. Thanks a lot, darling, but no. Ou faites un contrat de mariage. Par pure pitié. Voilà. Alors, je la prends pas une fille de notaire. Voilà. Non mais vraiment, par contre, minute prévention, faites des putains de contrats de mariage. Ah oui, on parce sait qu'en jamais. fait, vraiment, les hommes, vous pouvez vous faire, si vous décidez de vous marier avec un homme, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, faites un contrat de mariage. Oui. Et vous, est-ce que vous avez envie de vous marier un jour ? Pourquoi pas plutôt team Catherine, mais sans la torture. Oui, je comprends. Peut-être la question était un petit peu mal posée, peut-être un peu orientée. J'ai omis ce détail. Et vous, Elias ? Pourquoi pas. Mais bon, je vais pas subir toute la torture de Catherine. Oui, donc,
Non, mais après, se marier, c'était de la provoque, mais c'était juste pour dire que le mariage, ça peut aussi bien se passer, mais c'est juste, voilà, tu dis non une fois, après tu laisses, Maximilien, oui, t'abuses. Bien sûr. Enfin, un putain de gros violeur, en fait. Et on n'oublie pas que le mariage, c'est aussi l'occasion de s'ambiancer sur qui ça, voilà. La chanson française. Eh bien, c'est le sujet de la chronique qui va suivre. Val, qu'est-ce que tu me chantes là? Let's go. Eh bien, question, qu'est-ce que tu me chantes là? Aujourd'hui, je vais vous chanter la SACEM et plus particulièrement le fonctionnement et rôle de cette institution. Alors, le 24 novembre dernier se terminait la cérémonie des Grands Prix de la SACEM, où créateurs, créatrices, éditeurs et éditrices issus de tout genre musical ont été mis à l'honneur. Et de là, je me suis moi-même interrogé. Donc, question, qu'est-ce qu'exactement que la SACEM? La SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, est une structure à but non lucratif qui récolte les droits générés sur les œuvres exploitées de bien des manières afin de les reverser aux différents ayants droit. Question, qui sont les ayants droit? Les ayants droit que gère la SACEM sont les auteurs, compositeurs et éditeurs des œuvres créées, à ne pas confondre avec les artistes qui interprètent les œuvres, qui n'occupent pas systématiquement les rôles d'auteur et d'interprète. Ce statut d'interprète leur confère des droits voisins, ce qui leur permet de bénéficier de la rémunération équitable, administrée non pas par la SACEM, mais par la SPRE. C'est-à-dire que, quand M. Pokora reprend À nos actes manqués, il bénéficie d'une rémunération équitable pour son interprétation de la chanson lorsque celle-ci est exploitée, mais c'est bel et bien Jean-Jacques Goldman qui se voit reverser les droits d'auteur du titre en sa double qualité de parolier et compositeur. L'artiste-interprète se repose sur le label où il est signé pour voir sa carrière se développer, l'auteur, lui, sur son éditeur, qui est là pour sa direction artistique, la promotion des œuvres qu'il écrit, ou encore le fait de pouvoir synchroniser ces dites œuvres, c'est-à-dire les placer dans divers médias et créations audiovisuelles, par exemple pubs, films, séries. La SACEM se porte donc sur les œuvres qui lui sont déclarées, œuvres qui ne sont d'ailleurs pas exclusivement des chansons entendables à la radio, mais aussi des sketchs humoristiques, des documentaires ou encore des clips vidéo. Mais alors question, comment faisons-nous pour être inscrits à la SACEM? Eh bien 135 médias nous rappellent qu'il suffit d'avoir commercialisé une œuvre, rempli un dossier d'inscription et déposé une contribution d'un peu plus d'une centaine d'euros. Et hop, le tour est joué. Souvent, c'est notre fameux éditeur qui se charge de déclarer les œuvres et de vérifier les revenus versés. Mais alors, autre question, quelle utilisation, quelle exploitation des œuvres permet de générer des droits et des revenus récoltés puis redistribués par notre très cher SACEM? Eh bien, je vais tenter d'y répondre tout de suite. On en a trois types. Des droits de représentation, c'est-à-dire que quand une œuvre est représentée, interprétée en public, les auteurs, compositeurs et éditeurs de celle-ci reçoivent une part égale, soit respectivement un tiers de la somme récoltée par la SACEM. Cette somme correspond à une part de 7% de la billetterie, en moyenne, versée par le diffuseur ou producteur du concert. Cela dit, tout dépend du type d'organisateur et du lieu en question. Dans un second temps, on a aussi les droits de reproduction liés à la diffusion via support enregistré. Autrement dit, lorsque la musique est diffusée via les médias comme à la radio ou en guise de fond musical plus ou moins important, c'est-à-dire en boîte de nuit, en bar ou en restaurant. Il y a donc un versement qui est de prime abord payé par le lieu où le média en question est récolté par la SACEM. En radio, c'est la durée et le volume de diffusion de l'œuvre qui conditionnent le montant de la totalité des droits reversés, mais aussi l'audimat de cette dite radio. Forcément, puisque l'audimat et le nombre de personnes potentiellement touchées vient conditionner le prix des prestations publicitaires commercialisées, et donc le chiffre d'affaires de la radio, et donc le montant reversé, montant qui correspond à un pourcentage de ces dites recettes. En 2018, Libération estimait qu'un titre de 3 minutes diffusé sur Énergie engrangeait 27 € de droits par passage. Et la SACEM nous indique que dans ce cas, le découpage est de 50% à l'éditeur, 25% à l'auteur et 25% au compositeur. Et là, on se dit, bah oui, c'est une manière de rétribuer en majeure partie le travail de l'éditeur qui, on le rappelle, a pour mission de maximiser la diffusion des œuvres de ses auteurs. Et enfin, dans un troisième temps, on a les droits de reproduction mécanique sur support enregistré, qui concernent les ventes physiques, numériques et le streaming. En fait, ces droits mécaniques sont des redevances versées en échange du droit de duplication, dite mécanique, d'une œuvre musicale. Elles découlent de paiements effectués par le producteur phonographique, très souvent le label comme on l'a dit, afin d'obtenir l'autorisation de reproduire et distribuer les œuvres. Et donc ces paiements sont versés à une entité distincte, mais partenaire de la SACEM, la SDRM, Société pour l'administration du droit de revenu mécanique.
Exemple toujours, je suis Amy Music France en 2011, j'ai mon artiste signé Pokora qui reprend À nos actes manqués de Goldman et je veux maximiser les revenus sur le titre et souhaite donc presser le single sur CD. Je dois verser un certain tarif de reproduction mécanique. Ce tarif arbitraire est fixé entre la SACEM et la SDRM d'une part et les syndicats des producteurs selon la durée de la chanson, ici de moins de 6 minutes, le prix de vente public de mon CD, un CD single c'était 4€, le support, donc là un format 2 titres cartonné, et le nombre d'exemplaires pressés et non pas commercialisés, attention. Donc pour notre 2 titres, le tarif va de 10 à 50 centimes par pressage. En tant que SDRM SACEM, l'entité reverse ensuite chaque redevance de reproduction mécanique collectée aux ayants droit selon leur quote-part. Autant dire que pour JJG, il tape dans le gros lot puisqu'il est parolier et compositeur, donc il récupère la moitié, et le reste va à son éditeur musical. Donc M. Pokora, lui, il score un tube pour sa future setlist de concert, mais 0 redevance de la SDRM. Par contre, en sa qualité d'interprète, il touche, vous m'avez bien suivi, la rémunération équitable versée par la Spray, qu'il se partage avec son producteur de phonogramme, qui a impulsé ce pressage même de CD, à savoir le label Amy Music France, qui est aujourd'hui partie intégrante de la Major Universal. Donc, suggestion, ne ratez pas une occasion de vivre de votre art si vous publicisez et commercialisez une de vos œuvres et que vous êtes auteur, autrice, compositeur, compositrice. Déclarez son existence auprès de la SACEM et entourez-vous d'un éditeur. Ça permettra à toute la chaîne de fonctionner en votre faveur et de vous rétribuer à la hauteur de vos efforts créatifs. Merci pour votre écoute et très belle fête de fin d'année à tout le monde. Merci pour cet éclairage, Val. Ta chronique nous a permis de nous plonger dans la sélection des Grands Prix 2025 de la SACEM. Alors dans la liste, on trouve des noms connus comme Solane, dont on a parlé ici, Oui. Sabrina Carpenter ou encore Gims, mais aussi des noms moins connus comme le vieux Alain Chamfort. Il chantait « Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Je suis seul dans cette pièce et malheureux. » Oui, I think he... Et le freestyle, hein, quand même, c'est pas écrit ça, hein. C'est vraiment du professionnalisme hein, que Bah, l'on sort ça. très très bien, parce que personne n'a la rêve, donc après on aurait pu chanter n'importe quoi qu'on arrête en mode... Mais justement, c'est Comment l'objet dire de ma prochaine question. Est-ce que vous avez un peu des rêves de chansons françaises? Est-ce que la chanson française s'est faite une place dans vos playlists? Alors, pour être honnête, j'écoutais pas mal d'artistes français quand j'étais plus jeune, mais j'ai peu à peu délaissé cette partie francophone de mes écoutes. Et c'est vrai que j'écoute essentiellement des trucs anglophones maintenant. Et pour te dire, je suis capable uniquement de te citer les anciens artistes français. Enfin, je sais que, par exemple, Théodora, j'en ai entendu parler, mais tardivement, et j'ai encore écouté aucune chanson d'elle. Alors pour ma part, j'écoute quelques artistes français, françaises. Je dirais Shaim majoritairement, qui est vraiment la première artiste que j'ai suivie en tant que moi-même avec mes propres goûts quand j'étais plus petit. Et puis sinon, Tal pour se replonger dans la nostalgie, un peu de Iseult, de Eddie de Preto, de voilà, quelques titres par-ci par-là. Mais ça reste minoritaire par rapport à ma consommation musicale globale qui est plutôt anglo-saxonne. Franchement, BOF. Je vais pas mentir. Ah ouais, c'est En fait, je violent. suis désolée, mais malheureusement, moi, pas tellement. J'avoue que je suis plus pop hip-hop, mais pop anglophone et K-pop. Et j'avoue que si j'ai quelques titres, genre Solane, Aya Nakamura, mais voilà. Et vous Non, pas du tout de chansons Est-ce françaises. que, Est-ce qu'il a la rêve de la musique? Est-ce que des remixes de discours de Jean-Luc Mélenchon, ça compte Oui, bien en sûr. remix français? Bien Bah sûr, du coup, dans c'est- ce cas-là, oui, totalement. Mais ça rentre pas dans le truc de la SACEM. Mais tu écoutes des discours de... Petit rototo, petite digestion. Et tu écoutes des discours de Méluche remixés ou c'est genre tous les Français. Non, un peu comme ça, genre. C'est des chansons de... Enfin, c'est des discours, c'est pas des chansons parce qu'ils chantent pas, Oui, mais heureusement. c'est des discours genre de Mélenchon remixés et ça a été également fait avec André Chassaigne, Ah, ok. François Ruffin, Oui. et du coup, bah, petit instant en promo, c'est Khaled Freak qui les a fait, mais ça remonte à il y a quelques années, mais du coup, je trouve ça très très drôle. Bah, on ira se renseigner. Mais je trouve ça hilarant que sur ton Spotify Rap, tu sois genre à Pardon, non, je rigolais sur le Spotify rap.
Non, mais surtout. C'est bientôt, ça sort bientôt en plus. Ah, c'est vrai, c'est ça. On en parlera le mois prochain, restez De ouf. connectés. J'ai même interrupté. Surtout Spotify Wrapped, Ouais. t'es à 98 minutes d'écoute par an de musique. Par contre, c'est l'ancien. 98 minutes. Oui, c'est 98 minutes de musique par an. C'est Par très contre, peu. les discours de Jean-Luc Mélenchon, alors là, Et vous, dans les non 98 minutes, Amélie, est-ce que tu as un Les petit non peu 98, de alors- chansons françaises? J'ai assez peu quand même, on est quand même plutôt aussi sur un truc anglophone. J'écoute beaucoup de Théodora en ce moment. Oui, bah ça compte, ça compte. Voilà, Reine de ça France. Pas de la variété, mais c'est de la chanson. Enfin, T'es très mal entouré pour cette question. Vraiment, là, c'est. mais je sais Dans que... le groupe, t'es tombé sur les pires, quoi. Non, mais je sais, mais parce C'est que ok. moi je n'écoute que ça. Après, Oui, c'est oui. donc il faut rééquilibrer aussi. C'est Je peux vrai. pas être. Enfin voilà, si tout le monde écoute que de la chanson française, M Radio numéro 1 sur la chanson française, je fais le petit. Voilà, je cherche Ok. une alternance. J'étais étonné, la SACEM ne récompense pas que les auteurs et autrices de chansons. Il récompense aussi par exemple les humoristes. C'est Walidia cette année qui a reçu le prix. Et ce brave Wally m'offre un prétexte pour parler d'un autre humoriste, classé à gauche de la gauche, Pierre-Emmanuel Barré, qui intervient dans l'émission de Radio Nova, La Dernière. Dans sa chronique du 9 novembre, Pierre-Emmanuel Barré donc s'exprimait sur des vidéos de violences policières dévoilées ce mois-ci par Mediapart et Libération. Ça se passait du côté de Sainte-Soline. Il parlait aussi, ce Pierre-Emmanuel Barré, des procès de 3 policiers qui comparaient pour viol, notamment viol en réunion. Allez, en conclusion de sa chronique, Pierre-Emmanuel Barré a écrit « Des viols, des mutilations, des meurtres et des types qui se filment en train de faire tout ça en rigolant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. » Alors, sachez que sa chronique est extrêmement documentée, extrêmement drôle, sortie de son contexte, c'est un peu compliqué, donc allez l'écouter. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que cette chronique a donné lieu à une plainte du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui était celui qui était en charge d'éborgner les Gilets jaunes en tant que préfet de Paris, vous vous en souvenez ? Est-ce que vous trouvez ça normal? La question est rhétorique, j'en ai conscience, qu'un ministre de l'Intérieur porte plainte contre un humoriste. Est-ce que c'est Charlie, ça? Bon, je pense qu'il y a d'autres illégalités au sein du gouvernement qu'on pourrait peut-être checker, hein, puisque... Rachida Dati. Ouais. Pardon. Excusez-moi. C'est Bastien Cornu pour faux et usage de faux. Darmanin. Ouais. Ah, j'ai un chat dans la Oh gorge. là là, c'est compliqué. Donc je pense que ça, à la rigueur, on peut plus peut-être se concentrer là-dessus. Non mais en plus c'est totalement hypocrite parce que c'est tous ceux qui ont dit faut être Charlie, faut pouvoir rigoler de tout. Oui. Par exemple quand ils avaient fait des Mais là, on caricatures, parle de la gauche. bah et c'est ça. mais c'est ça le truc hypocrite, c'est que dès que c'est une personnalité on va dire de gauche, c'est comme l'année dernière Guillaume Meurice Mais c'est pareil. qui s'est fait virer du coup de Radio France, c'est ça? Oui, c'est ça, et sur menace de Rachida Dati, hein, En enfin, plus. qui s'est exprimé plusieurs Oui, bah fois. elle va... Non, continuer Rachida le Dati, procès pour- c'était un autre Patrick humoriste. Cohen. Non, oui, alors, il y a eu Il y avait ça, Patrick Cohen. mais c'est un humoriste, Merwan, quelque Ah chose, oui. Ah oui. sur C'est à vous. Ouais, Elle avait dit exactement. qu'il avait eu un look islamiste, il avait un bonnet et une barbe. Et il était arabe. Globalement, ça suffit pour dire de se faire virer du service public. Par contre, le fait Et je t'ai coupé, d'avoir Elias, pardon. 900 000 euros de Renault, ça, Ça, on c'est s'en pas, ça, c'est pas de la corruption. Mais ouais non mais c'est juste, enfin il y a une hypocrisie totale. Ah, mais Et, totalement. donc en fait, faut comprendre, est-ce que finalement on est Charlie et du coup tout le monde peut s'exprimer librement ou est-ce qu'ils veulent mettre des barrières, mais du coup dans ce cas-là, Elles il sont faut que ça aille contraires. dans tous les sens. En fait, c'est ça, c'est si vous voulez mettre des barrières et que vous dites ok, là on n'a plus le droit à ça, d'accord, mais en fait c'est pour tout le monde, c'est pour absolument toutes les personnes, tous les citoyens, tous les bords politiques. C'est pas pour une personne en particulier ou un bord politique en particulier. Parce que après, faire des blagues racistes, misogynes, sexistes on daily basis, very funny. Pas de problème. D'ailleurs, petit parenthèse, il y a un groupe, enfin super, il y a un complément d'enquête qui sort ce soir Oui, sur oui. CNews et Pascal Ouais. Pro. Donc ce soir, nous sommes le 27 novembre, précisons-le, Oui. donc il est déjà sorti au moment où vous écoutez cette émission. Donc n'hésitez pas, France.tv, c'est gratuit, c'est en libre accès, Et c'est un allez-y. banger. Voilà, Enfin, tant si on qu'il n'a nous pas reste regardé. encore un service public. Thanks. Bon, en tout cas, ça fait un petit peu flipper, mais c'est quand même pas ma plus grande peur, Laurent Nunez. Tu vois, c'est pas forcément Oui. le truc que Oui, oui. j'identifie comme ça de base. Moi, dans la vie, j'ai peur de beaucoup de choses, hein, mais vraiment particulièrement des hommes énervés et des hommes armés, surtout. Donc, je vous parle même pas des hommes armés et énervés. Bah si, je vous en parle tout de suite en fait. Le 27 novembre, Macron a détaillé ses mesures pour le nouveau service militaire volontaire. Service militaire, initial SN. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est pas moi qui le dis. Ben oui, le 18 novembre, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a affirmé « Ce qu'il nous manque,
c'est la force d'âme pour accepter de faire mal, pour protéger ce que l'on est. Nous faire mal, mais ça c'est ton délire mon chat, hein. Moi je t'oblige pas à t'asseoir sur mon ex. Hein. Attendez, 10 mois de formation avec des fachos entrée-hiver, il va me falloir plus que 800 balles par mois pour tourner dans votre mauvais porno allemand. Mais vraie histoire, il se trouve que j'ai fait énormément de cauchemars où j'étais mobilisé dans l'armée et je devais porter les armes, alors que moi, tout ce que je sais porter, c'est le poids de la culpabilité d'avoir repris 2 fois du dessert à Noël. Cauchemar, oui, mais mon cerveau, tu sens qu'il n'avait pas trop envie de me trauma non plus. Donc mon subconscient me disait « Non, mais t'as fait Sciences Po, jamais ils t'enverront en première ligne, ils vont penser que t'es un super stratège militaire. » Avec le commandant. Pas du tout. Mais pas du tout. Dans le rêve, je me retrouve fantassin en première ligne, comme tout le monde. Et là, je me réveille, sueur totale, j'en ai partout et trop bizarre. Mais vraiment, genre, sueur de masse, mais genre sueur de l'urètre. Ouais, je me pissais dessus. Voilà. Alors après, qu'on se rassure, Macron il a dit le service militaire c'était que pour les volontaires. Et selon lui, ces mesures venaient répondre à, je cite, l'envie d'engagement de la jeunesse. Alors franchement, quand on voit mon ex, on se dit pas forcément que c'est l'engagement qui colle à la jeunesse. Après son chef d'état-major des armées, il a été, comment dire, un petit peu plus franco. Hein, il a carrément lâché qu'il fallait que la France se prépare à accepter de perdre ses enfants en cas d'affrontement avec la Russie. Mais c'est bien un homme pour dire ça. Chérie, ils sont où les enfants? Bah, dans la forêt, pourquoi? Mais où dans la forêt? Bah, je sais pas mon cœur. Mais comment ça tu sais pas, ils étaient pas en balade avec toi? Bah, si, mais je les ai perdus. Bah, faut accepter et garder le cœur ouvert. Moi, je garde le cœur ouvert. Non mais ça aggrave géchant le cache-cache. En vrai, c'est Dupont de Ligonnès qui doit être dégoûté. Putain, mais la tuile, je les avais coulés sous la terrasse alors qu'il suffisait de les laisser grandir pour m'en débarrasser. Mais merde, ça m'a coûté un bras le béton en plus. Un bras d'ailleurs. Bah, c'est ce que coûtera sa connerie à Macron. 2 milliards d'euros pour un service militaire volontaire. Mais à ce prix-là, moi je fais refaire la baraque, Xavier. Bon alors. Et pour rien arranger à l'affaire, sur la base de l'article 2141-2 du Code de la Défense Prime, le gouvernement et le président, aka Seb et Manu, ont le droit de décréter seuls la mobilisation générale. En vrai, selon Le Monde, c'est peu probable que les gens soient mobilisés en mode Avengers du pauvre, mais plutôt pour bosser dans les industries de guerre en mode Iron Man utension. Jeu de mots. Allez, si on n'accepte pas l'ordre de mobilisation, on se rend coupable d'insoumission, n'est-ce pas Elias? Ouais. On encourt alors jusqu'à 1 an de prison en temps de paix et 10 ans en temps de guerre. Mais oh, non mais moi j'aime vraiment passer mon pays pour me casser le frein dans des usines d'armement. Bah, je respecte par contre les ouvrières et ouvriers de Dassault, mais franchement, Macron en mode chef des armées pendant un conflit, je préfère encore aller me perdre en forêt avec Xavier. Merci de m'avoir écouté. Bon, et vous les loulous, est-ce que vous auriez kiffé faire un service militaire? Moi j'aurais absolument détesté. I would have done myself. Je trouve que tu manques d'engagement. Bah écoutez, je vous le dis, c'est ma peur, number one. Je vous le dis direct, moi je peux tenir 24 heures. Donc c'est tout. Déjà j'ai fait une JAPD, donc Alors, c'était... homosexuel hypo. J'ai fait quoi? Oui, donc t'as fait ta journée d'appel. Journée d'appel. Mais attendez, on appelle ça comment? Oui. Ah, mais c'est comme ça, Oui, oui, ok. Bah j'ai bien fait ma journée d'appel. Gigapédé, bah, c'est pas. C'est un peu Ça me violent. rappelle l'école primaire. Donc j'ai fait ça pendant une journée, j'étais à l'armée, j'ai bien kiffé le cordon J'étais à bleu. l'armée, c'est là. C'est vraiment, j'ai bien kiffé le petit cordon bleu steak le midi. À la base aérienne d'Emperion Budget, tout à fait. Exactement, mais c'était absolument, moi j'ai pas kiffé la vague. En fait, avoir des mecs qui sont là en mode, ici c'est l'armée, ici on est là avant tout pour représenter la République, allez. Je vais péter un câble, donc moi je m'étais juste un peu embrouillée avec un mec parce que, enfin je m'étais pas embrouillée mais on avait un peu discuté avec un des mecs qui faisait ça, je sais pas comment on s'appelle, Okay. un militaire, parce que je lui avais dit, il avait dit oui la France on vend des armes à quel pays, un peu en mode culture, je lui avais dit Yémen parce qu'on tue tout le monde, et il avait dit non quand même machin et tout, enfin il avait dit ça c'est un autre sujet, j'étais en mode non mais on peut en parler comme ça. J'étais en mode mais on est 60 donc c'est bon on peut parler C'est du ok. fait que là on va tuer des populations civiles au Yémen, enfin qu'on vend des armes pour ça, donc c'est ok. Quelle joie. Donc j'avais pas du tout kiffé la vibe. Avec mon mec, je me fous en l'air si on m'appelle. Oui, mais moi aussi. Alors pour ma part, je n'aurais pas du tout kiffé faire le service militaire. Voilà, je pense que même si le passage un peu à l'ère adulte, si je puis dire, est compliqué, c'est pas forcément un détour au service militaire qui va faciliter cette transition.
Et voilà, je suis pas certain que ce qu'on est censé y apprendre n'est pas trouvable ailleurs. Alors, pour être honnête, j'aurais détesté le service militaire. Déjà parce que je m'y serais pas sentie à ma place du tout. C'est pas un univers qui me parle. Et j'avoue que tout ce qui est relatif à la guerre, à la destruction, etc., je suis loin d'être fan. Même si bah là, j'ai plus l'impression que ce serait dans l'optique de défendre son pays, entre guillemets. Enfin, déjà défendre contre quoi? Contre qui? Comment ça se serait passé? Enfin, je sais pas, en fait, je suis pas fan du concept de la guerre de toute manière, donc non, c'est un gros non, finalement. Où est-ce que tu avais fait ta JAPD, toi? Ma JAPD, tout à fait. Ça sonne vraiment comme une insulte, hein, c'est Ouais, vrai. la JAPD, c'était. Je me rappelle même plus. C'était à Saint-Étienne, je crois. Bah, ne me regarde pas comme ça, j'étais Oui, pas tu avec étais toi. pas avec moi pour la JAPD. Non, c'était à Saint-Étienne. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'on nous avait montré. Vraiment, c'était juste trois présentations un peu en mode diapo. Et c'était des présentations qu'on avait vues en cours sur la drogue. Et je ne me rappelle même plus pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Mais vraiment, j'ai une perte de temps un peu cette journée. Pour Oui. moi, en tout cas. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé un engagement citoyen. Pas moi, en tout cas. Hein. Pas trop. Hein. Ah non. Moi, on va faire fonctionner le fait qu'on ait le droit d'habiter dans tous les pays de l'Union Européenne si jamais Macron nous appelle. Ça va trouver un boulot FISA en Italie, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, en Belgique. Je vais vous trouver un taf et c'est bon, la team, malheureusement, C'est ciao. je peux pas y aller, je suis DSL. Est-ce que toi, Elias, ce service militaire t'inspire? Non, pas tant un service militaire. Par contre, un service civique, ça aurait été cool, je pense. C'est pas perdu encore. Hein. Non, non. C'est pas perdu. C'est jusqu'à 25 ans? Oui, Ou c'est non, même mais, plus oui, longtemps? mais comme c'est notre dernier été avant qu'on entre en guerre avec la Russie, je pense Ah que oui, là, c'est c'est un ça. peu compliqué. Avant qu'on perde les enfants. Oui, le détail. Avant qu'en fait des jeunes gens soit de 18 ans soient envoyés au front pour combattre Poutine qui n'en avons rien demandé, hein, puisque les riches font la guerre et les pauvres, eh bien, enfin le peuple pauvre, Meurt pour- meurt pour ça, donc slide de boots à drama queen. Et on t'a encore interrompu. Non, mais On du fait coup, service militaire, pas forcément, mais service civique, why not? Moi, je suis d'avis que si, de toute façon, dans tous les cas, ça risque de devenir obligatoire un jour, vu la pente. Mais du coup, dans ce cas-là, moi, je suis plus partisan du fait qu'on propose un service civique ou un service militaire aux personnes de façon obligatoire. Évidemment, rémunéré au SMIC, parce que là, c'est payé 900 balles ou 800 balles. 800, ouais, j'ai vu. 800 euros. Donc au moins ça laisse le choix aux gens et puis bah au moins tu t'investis dans la société civile et ça rajoute aussi une dimension on va dire plutôt Ouverture d'esprit. ouais, ouverture d'esprit, puis tu participes à la vie collective, donc Ouais. je pense que c'est beaucoup plus intéressant plutôt que de faire ça dans une base militaire où t'as pas forcément de contact avec la vie en société, parce que bah voilà, tu te prépares à faire la guerre, alors que bah travailler dans une association c'est beaucoup plus terre à terre on va dire entre Ah bah guillemets. c'est sûr. C'est sûr. En plus, ils prônent l'engagement citoyen. Bah donc c'est ça, Voilà. donc Plutôt que faire 150 pompes en faisant crier dessus par un sergent dans un hangar. Bon. Eh bien, écoutez, préparons la paix, préparons la citoyenneté avec ce service civique. C'est très bien, on a trouvé une solution. On est un petit peu dans la solution aujourd'hui. On est dans l'optimisme, j'aime beaucoup. Je vais retourner dans le pessimisme, hein, évidemment, puisque comme on parle de guerre, j'envoie une petite pensée aux Soudanaises, Ukrainiennes, Gazaouis, Gaza d'ailleurs, hein, où au moins 345 personnes ont été tuées depuis l'accord de cessez-le-feu signé entre Israël et le Hamas le 11 octobre dernier, d'après les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Voilà, repris par Le Monde. On pense également à la population libanaise qui est touchée actuellement par des frappes de Tsahal. Un grand plaisir. Et c'est l'heure maintenant de laisser la parole à une autre frappe autour de la table. Je suis désolé pour la transition. Une frappe qui fait beaucoup moins de dégâts mais qu'on aime beaucoup écouter. On retrouve Elias tout de suite au Café du Commerce. ChatGPT fête ses 3 ans. Ah mais joyeux anniversaire. Donc joyeux anniversaire ChatGPT. Et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Alors je vais définir un peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Faites donc. C'est l'intelligence artificielle désigne des systèmes capables d'exécuter des tâches qui normalement demandent de l'intelligence humaine, comme apprendre, raisonner, analyser, décider. Mais pour parler d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre tout ce qui l'entoure. Et pour ça je vais faire appel à mes cours. Alors premièrement on va parler de machine learning. Ah. Donc c'est très simple. Ce sont des méthodes mathématiques
et statistiques qui permettent à une machine d'apprendre à partir de données sans qu'on lui écrive chaque règle à la main. Par exemple, vous lui donnez 500 annonces de maisons avec le nombre de chambres, de salles de bain, de salons et le prix. Et à partir de ça, il pourrait prédire les prix des 800 autres annonces. En fait, c'est des méthodes de raisonnement neurones. On simule le fonctionnement du cerveau humain. On a des couches de neurones et on apprend le comportement de ces neurones à travers les données. Pendant longtemps, ces modèles étaient bloqués à cause de problèmes mathématiques de code, mais en 2012, l'utilisation de processeurs graphiques a permis d'entraîner des réseaux beaucoup plus grands, passant de règles explicitement programmées à un apprentissage automatique. Cette tendance s'est renforcée en 2017 avec l'apparition des grands modèles de langage qui se sont entraînés sur une quantité énorme de textes issus d'Internet. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation des processus de pensée qu'on a été capable de disséquer, juxtaposer et mettre dans une machine. Cependant, il faut faire attention, bien qu'on connaisse les IA génératives comme ChatGPT, elles englobent plus de domaines. Par exemple, l'aide au diagnostic médical, la compréhension du langage naturel, les voitures automobiles, les chatbots, les outils de génération d'images, etc. Alors ainsi, dans certains secteurs, l'intelligence artificielle peut être bénéfique. Par exemple, dans la santé, on peut mettre des images de cœur en bonne santé et mauvaise santé avec l'évolution du cœur. Et ensuite, l'intelligence artificielle, elle va analyser des nouvelles photos de cœur pour voir si elle est en bonne santé ou pas et permettre de détecter des signes de maladie ou pas. Donc c'est assez bénéfique dans le secteur de la santé. Cependant, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle suscite des inquiétudes concernant l'emploi, la désinformation, son impact environnemental et la protection des données personnelles. Tout d'abord, l'IA, elle s'entraîne sur des grandes quantités de texte sur Internet et si vous ne l'avez pas désactivé, aussi vos messages sur Instagram ou WhatsApp. Ça pose donc un vrai problème de vie privée. On ne sait pas toujours ce qui est collecté ni comment c'est utilisé. Et surtout, ces données sont détenues par une poignée de milliardaires. Par conséquent, ces milliardaires peuvent contrôler l'information, la détourner. Par exemple, regardez l'intelligence artificielle de Twitter, Grok, qui a tenu des propos racistes, antisémites, négationnistes et qui aujourd'hui appelle à voter pour Éric Zemmour aux prochaines élections présidentielles. Allez. Et comme ces systèmes apprennent à partir d'Internet, ils reproduisent aussi des biais. Le sexisme, le racisme, la haine. Donc on l'a vu avec Grok, ou par exemple, mettez sur ChatGPT, génère-moi une image d'une personne qui a réussi, elle va générer souvent, dans 90% des cas, un homme blanc vieux. Concernant l'emploi, effectivement, il y a un grand risque. L'IA, elle ne va pas être utilisée simplement comme un processus de production, mais elle va être utilisée pour l'accélérer, nous pousser à faire plus de tâches et la course au profit. Donc, elle ne va pas seulement remplacer des tâches, elle va transformer la nature même du travail. On passe d'un métier où on réfléchit à un métier standardisé, surveillé, où le travailleur il devient en quelque sorte l'assistant de la machine. Et c'est ça le vrai bouleversement historique. Des études montrent que 25% des tâches aux États-Unis et en Europe, soit 300 millions d'emplois, pourraient être automatisées grâce à l'IA. Donc, on pense à la musique, au journalisme et même à la finance, parce que OpenAI, donc ChatGPT, a embauché d'anciens banquiers de fusion-acquisition pour entraîner son nouveau modèle. Super. Enfin, bien sûr, l'impact environnemental. Par exemple, l'intelligence générative, donc quand je dis générative, c'est ChatGPT, Gemini, etc., consommerait quotidiennement autant d'énergie que 1,5 million de foyers états-uniens, eux-mêmes 2 fois plus énergivores en moyenne qu'un ménage français. Une requête Google classique consomme 0,2 Wh. Une question posée à ChatGPT 3, quand la même posée à la dernière version de ChatGPT, la 5, qui est sortie en août, réclamerait entre 18 et 20 Wh. Et c'est encore pire quand on lui demande de générer une vidéo. En France, environ 10% de la production nationale d'électricité est consommée par les centres de données. C'était il y a 3 ans. À l'électricité, il faut également ajouter l'eau pour refroidir les data centers. Alors avant, les data centers étaient très critiqués pour leur impact, on va dire, leur utilisation d'énergie. Donc on a supprimé la clim et on les refroidit maintenant à l'eau. Et donc, petite parenthèse nécessaire, en gros un data center, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est où sont stockées toutes les données. C'est un peu comme votre iCloud sur votre iPhone. Et par exemple, il y a 2 semaines, la plus grosse entreprise de data center, Cloudflare, elle a complètement saturé. Et en fait, Cloudflare, c'est là où transite à peu près 20% du trafic mondial d'Internet, donc Spotify, X, ChatGPT. Et donc, ça a subi une panne immense et tout s'est mis à planter. Et donc, ça montre que déjà, de 1, on a une grande dépendance à quelques acteurs privés. Et deuxièmement, ça pose un problème de souveraineté numérique. Imaginez si un jour, un pays hostile pirate Cloudflare, et toutes nos données privées et confidentielles vont être détenues par ce pays-là.
Bref, de mon point de vue, le vrai danger, c'est pas que la machine le remplace, mais que nous nous transformions en machine nous-mêmes. Qu'on perde l'habitude de penser par nous-mêmes, lire moins, vérifier moins, réfléchir moins. Et c'est ça qui est mortel pour la démocratie. Par exemple, des chercheurs du MIT ont montré l'impact négatif de l'usage des agents conversationnels sur nos fonctions cognitives. Et les biais qui faussent les réponses des IA sont innombrables. Donc il faut une stratégie. La première, c'est une IA souveraine qui passe à travers notamment le projet Bloom qu'on a en France pour ne pas dépendre d'intelligence artificielle étrangère. La deuxième, c'est une intelligence artificielle open source, c'est-à-dire sans compétition, accessible à tout le monde et qui est transparente, contrôlable et auditable. Et enfin, la dernière, c'est que l'intelligence artificielle devrait être sanctuarisée à ce qui est nécessaire, ce qui fait sens et le bien commun, c'est-à-dire la recherche, la santé, la lutte contre le réchauffement climatique, et pas pour générer les profits d'une poignée de milliardaires. Merci beaucoup Elias, bravo merci en fait pour cette petite base de connaissances qu'on pourra réécouter sur toutes les plateformes évidemment. Mais c'est vrai qu'on s'y perd un peu parfois, on a du mal à repérer exactement, on confond IA générative, etc. Et je pense que c'était bien de faire un point. Est-ce que les IA génératives en particulier, parce que c'est plutôt ce qui touche notre quotidien, est-ce que vous en servez régulièrement ou peut-être plus régulièrement qu'il y a 3 ans quand c'est sorti ? Alors pour ma part, l'IA au quotidien, j'en ai eu utilisation pour rechercher des sources pour des documents académiques ou aussi pour que ça me réponde à des questions que je trouvais pas condensées au sein d'un même article ou voilà ce genre de choses. Par exemple les rouages de l'industrie, pour ma récente chronique aussi, j'ai eu à le faire pour mieux comprendre de manière fluide comment ça fonctionnait. Donc c'était plutôt pour ça. Alors l'usage de l'IA, j'avoue que je l'utilise le moins possible. Après, j'ai conscience qu'elle est là dans plus ou moins toutes les parties de notre vie et plus en plus. Par exemple, si je vais taper quelque chose sur Google, j'ai conscience que c'est une IA qui me répond, enfin le moteur de recherche, soit c'est une IA, etc. Mais j'avoue que les trucs ChatGPT, etc., et tout ce qui s'ensuit, c'est un gros non pour ma part. Déjà parce que ça pollue et en plus parce que je sais pas, c'est peut-être un petit truc d'ego ou quoi que ce soit, mais je veux être capable de me dire c'est moi qui fais tel truc et c'est pas avec l'aide d'un robot ou quoi que ce soit. Non, moi je m'en sers pas. En fait, j'y vais une fois tous les 6 mois parce que je trouve que, enfin, pour toutes les raisons économiques, écologiques, tout ce que tu veux, le fait que en fait, ce soit des personnes qui soient qui soient à Madagascar, qui soient en Inde, donc en fait c'est littéralement de l'esclavage moderne, parce qu'ils sont payés 2 euros par jour, l'équivalent de 2 euros par jour, il faut qu'ils travaillent 16 heures par jour, il faut qu'ils entraînent des trucs, que en fait bientôt la consommation quotidienne d'électricité pour les IA génératives, ça va être la consommation de l'Espagne, enfin l'équivalent de la consommation de l'Espagne, que en fait tu perds énormément en esprit critique, tu fais plus les connexions dans ton cerveau et je pense que après si tu n'as plus l'habitude de lire, tu n'as plus l'habitude de vérifier, tu peux grave te faire manipuler et comme tu dis après il y a toutes les dérives. Moi j'avais regardé sur Twitter le truc de Grok, qui est donc du coup l'IA générative d'Elon Musk, le texte genre antisémite et négationniste que ça a pondu, tu te dis mais c'est une folie. Donc en vrai pour toutes les raisons, esclavage moderne, mais c'est plutôt un choix. Moi c'est un choix. Et puis même aussi un truc dont on parle pas trop, c'est les droits d'auteur. C'est qu'en fait dès que c'est génératif, dès que c'est de l'image ou de la vidéo, en fait ça a été pompé sur des gens, sur des artistes en fait. Donc c'est ça aussi ou non. Donc moi c'est un choix, j'utilise pas les IA. Mais justement, tu parlais droit d'auteur. Amélie, toi qui travailles dans l'édition, est-ce que c'est une question qui se pose dans ton métier ou en tout cas avec tes collègues? Est-ce que c'est des sujets dont vous parlez régulièrement? Oui, c'est vrai que en édition, c'est quand même un gros débat. Là où c'est encore un plus gros débat, et ça touche aussi le monde de l'édition, c'est dans la traduction. C'est vraiment l'un des corps de métier pour l'instant qui est le plus touché. Et j'ai connu des éditeurs qui utilisaient déjà ChatGPT pour faire des traductions sur des albums jeunesse notamment, au lieu de faire appel à des éditeurs, à des traducteurs. Donc voilà, et c'est moins bien fait. Évidemment que c'est moins bien fait. Il y a pas, je suis repassée directement sur des textes qui étaient évidemment traduits par de l'IA et ça se ressent, il n'y a aucune âme. Sauf que comme ce sont des textes qui sont de base dans des langues que je ne parle pas, je ne peux pas vérifier. C'est assez frustrant aussi quand tu es dans cette position, c'est pas toi
qui a fait le texte généré mais que tu dois repasser derrière. Ah oui, et t'as pas l'original? Non, enfin si, mais je l'ai en japonais. Ah oui. Et bon. Ah oui, du coup tu réécris un truc mais tu sais pas vraiment Exactement. si c'était C'est ça. l'objet de Alors l'auteur que ou de la l'autrice au traduction, départ. justement, quand tu as une personne qui dans ça le métier de reproduire l'essence du texte, c'est quelque chose qui se perd quand tu passes par ChatGPT et qu'après tu reformules sans pouvoir comparer à l'original. Pour l'instant, la traduction, c'est compliqué avec l'IA. Toi Elias, on connaît ton engagement, on sait que du coup, oui, les IA génératives c'est un petit peu compliqué en termes de dépendance aux GAFAM, etc. Est-ce que tu utilises quand même le chat de Mistral ou pas? Qui utilise le chat en fait? C'est ça la question. En fait, moi je trouve que c'est fou ce qui se passe avec les IA génératives. Hier, je regardais une vidéo sur Instagram d'un mec qui parlait de Gemini. Et en fait, Gemini, on en parle moins que ChatGPT, mais ça a une force de frappe énorme par rapport à ChatGPT. Par exemple, Gemini peut créer des sites web tout seul maintenant. Ok. C'est fou. Il peut par exemple analyser, contrairement à ChatGPT, des vidéos, des audios, alors que ChatGPT on est incapable. Et même tu peux lui envoyer une vidéo de toi qui fait un truc de foot, il va dire comment t'améliorer. Donc c'est vraiment en fait fou. Et pour moi en fait le but c'est pas essayer de lutter contre ça parce qu'il y a tellement de gens qui l'utilisent aujourd'hui, mais c'est comment en fait on peut réguler tout ça et faire en sorte que ça n'impacte pas autant qu'aujourd'hui, essayer de réduire l'impact. Par contre, on en est très loin. Moi, dans mon école, tous les profs, ils nous disent d'utiliser par exemple ChatGPT ou l'intelligence artificielle. En fait, avant, ils étaient anti ça et tout, et maintenant, en fait, ils ont compris que c'était impossible d'être anti ça, et du coup, faut un peu évoluer avec son air du temps. Mais aujourd'hui, ça devient abusif. Où, en fait, ils nous disent, par exemple, en cours, moi, je suis obligé d'utiliser l'intelligence artificielle parce que les profs nous expliquent pas assez bien. Par exemple, on a les codes en Python. Ah bah oui. Et du coup, en fait, sur du code, vu que les profs, on a tant d'heures et du coup, ils peuvent pas nous expliquer ligne par ligne, en fait, on est vachement livré à nous-mêmes pour comprendre du coup le code nous-mêmes. Donc, forcément, ça passe par de l'intelligence artificielle. Par exemple, tu as des personnes aussi qui sont moins bonnes en anglais, donc ils traduisent les cours en français sur l'intelligence artificielle. Donc, en fait, on rentre dans un système où en fait, on est obligé d'utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on nous pousse tellement à l'utiliser que, et donc, de mon point de vue, c'est là où il faut travailler. Lutter déjà de 1 contre les excès de l'utilisation. Il y a des gens qui l'utilisent de façon excessive. Typiquement, il y a quelqu'un qui l'a utilisé pour regarder les horaires d'ouverture de la RATP. Ah oui. Alors que tu peux faire une recherche. C'est un moteur de recherche, voilà, tu peux le faire très bien. Oui. Tu peux le faire sur un moteur de recherche. Donc, mais en fait, c'est ça qui est fou. Où c'est tellement compliqué de lutter contre qu'il faut le faire d'une manière, on va dire, intelligente. Et comme je disais un peu dans ma chronique, le maximiser dans des secteurs utiles comme la santé. Et par exemple, pour nous, en tant que l'interdire par exemple dans la traduction, dans les maisons d'édition. Mais encore ça va être compliqué parce que en Europe, on va avoir des régulations, mais par exemple, en Chine ou aux États-Unis, on n'aurait pas forcément les mêmes régulations. Oui. Donc, oui, c'est de la responsabilisation. Parce que, comme tu dis, tu vois, santé, bien sûr, parce que moi j'ai vu des trucs où ils disaient en fait, ils sont capables maintenant vraiment d'affiner vraiment les recherches. Tu vois, tu leur montres des poumons, ils peuvent voir les signes précurseurs de telle maladie. C'est ça. Je suis désolée, pardon, mais moi à un moment, il y a une personne que je connais, que j'ai connue, au lieu de prendre un rendez-vous chez le médecin, elle a demandé à ChatGPT. ChatGPT lui a dit je pense que t'as ça. Pardon, mais en fait, à un moment, faut arrêter. Genre, je suis désolée, il y a des trucs où même en fait, où ça converse en mode comme si c'était des personnes humaines. Je pense que là, ça relève de... en fait, c'est que c'est des personnes qui sont isolées, mais je suis désolée, c'est pas possible en fait. C'est pas que c'est pas possible, c'est méchant de dire ça, mais je trouve ça triste et inquiétant de voir que tu peux prendre ChatGPT pour ton amant, pour ton ami, avoir des vraies relations et vraiment, comme tu dis, faire des recherches en mode les horaires, mais fais une recherche Google classique, ça sert à rien. Donc, mais je pense que aussi cette utilisation excessive de ChatGPT, elle est due au fait que déjà, alors moi c'est une analyse personnelle que je fais, donc je sais pas si c'est forcément s'il y a des personnes qui l'ont fait également, mais c'est qu'en fait, tu avais fait une chronique dessus sur l'économie de l'attention, où en fait, aujourd'hui on a un temps de concentration d'à peu près 7 secondes, je pense en moyenne. Et donc en fait, on n'a plus l'habitude, on va dire, d'aller chercher l'information de nous-mêmes ou de lire des livres ou de se concentrer pour comprendre quelque chose. Et donc en fait, on a besoin de l'information directement. Donc en fait, on va la mettre sur ChatGPT pour avoir l'information qui nous sort directement. D'autant plus que ChatGPT, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas une science infuse, mais qui fait un calcul de probabilité pour savoir quelle est la réponse la plus attendue.
Donc en fait, d'une personne à l'autre, bah toi tu vas chercher un truc, moi je vais chercher la même chose, on n'aurait pas forcément la même réponse. Mais jamais, vous n'aurez Donc- pas Ah la bah même oui, non, réponse mais non. d'ailleurs. Pas Ouais. tout à fait pareil. Oui, en tout oui. cas. Donc c'est en fait, faut bien comprendre que voilà, c'est un. Et puis ensuite, on rentre dans un cycle où faut faire produire encore plus vite, produire. C'est aussi le problème. Donc en fait, on est rentré dans un cycle où on n'a plus le temps de réfléchir, où on nous pousse plus à réfléchir, et puis aussi bah, les liens entre les individus, bah, vu qu'en fait on n'a plus trop de liens sociaux, parce Ouais. que bah, on doit produire, et puis quand on rentre chez nous, bah, on est fatigué, donc on fait pas forcément les liens, on va dire, sociaux qu'on faisait avant, et bah donc on se retrouve bah, face à une IA pour parler de notre vie, etc. C'est comme le jeune qui s'est suicidé après que ChatGPT Ah bah oui. Oui. ne lui a pas donné le numéro pour appeler les secours ou quoi. Donc c'est un vrai phénomène de société et je pense que c'est pas quelque chose à prendre à la légère en tant que tel. Ah non, mais puis après, il y a aussi tout le problème un peu de la bulle spéculative qui est en train de se créer autour de ça. Enfin, Ouais. pardon, mais après, si ça repull up dans l'économie réelle, c'est déjà un peu la sauce. Enfer. Donc vraiment, nos sous-flammes. Et après, oui, le truc de la concentration, en vrai, moi j'avoue, genre j'ai rédigé tout mon mémoire, j'ai pas utilisé l'IA, et en vrai, ça me faisait chier des fois de me taper des bouquins de mecs où, tu sais, qui racontent leur truc pour genre 5 lignes et tu te tapes 100 pages. Ok, c'est chiant, mais à la fin, je suis désolée, je suis contente de l'avoir fait comme ça, parce que en fait, t'as un esprit critique, t'as vraiment vu. Donc je pense qu'il faut se forcer à un moment à se concentrer, parce que pour moi, vraiment, après, tu peux faire une génération où en fait, tu seras plus cherché, tu seras plus machin, tu vas plus vérifier les infos, et en fait, tu peux être grave manipulable. Et donc, du coup, je pense que c'est. Enfin, je suis pas en train de dire en mode théorie du complot, tu vois, mais en Oui, mode. oui, parce qu'en soi, on pourrait dire la même chose de Google. Non, En mais soi, on peut voilà, dire on exactement cherche la même l'info, chose de ils vont nous Google, tu donner vois. un résultat, c'est Mais pareil. je trouve que c'est important de conserver, de conserver ça en fait. Tu peux les aider un peu pour t'aider, mais pas excessif, surtout quand tu sais ce qu'il y a derrière, quoi. Mais rien que pour prendre le temps, parce que c'est ce que disait Elias en fait, c'est Oui, oui. de dire, en fait, simplement, prenons le temps. Oui. Prenons le temps de lire un livre. Acceptons de prendre le temps. Parce C'est ça. qu'en vrai, c'est ça le problème. Ah oui. On a recours à l'IA parce qu'on veut aller encore plus vite. Alors qu'on a déjà dit, il faut arrêter d'aller plus vite. La croissance, il faut arrêter. En fait, on est en C'est train ça. de détruire la planète. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la prochaine chronique, on n'a pas demandé à Claude de l'écrire, mais c'est Marie qu'on retrouve tout de suite pour le mot de la fin. Et le jeune Jean. À un moment ou à un autre, on s'est tous posé cette question. La question. Elle nous a gardés éveillés jusque tard dans la nuit. Pour les plus chanceux, cela n'arriva qu'une fois. Le lendemain, après une insomnie à peser les pour et les contre, les voilà qui retournaient déjà à leur vie. Comme si rien de tout cela ne les avait angoissés. Les plus anxieux, eux, se la reposent chaque soir lorsque les dernières lueurs du jour cessent de les protéger de leurs tourments. Les questionnements ressurgissent alors, telle une berceuse qu'on conte à un enfant. D'abord innocente, on l'imagine comme une mélodie habituelle qui nous accompagne dans nos rêves. Puis les minutes défilent, le sommeil nous tend les bras, la nuit devient silencieuse, mais ce refrain entêtant refuse de nous quitter. Le conte reprend alors sa forme originelle, bien loin de celle candide qui nous accompagnait jusqu'alors. Le loup nous dévore. Trouver sa place. Certains la cherchent inlassablement comme le plus précieux des trésors. D'autres tombent dessus par une coïncidence bienvenue. Puis, il y a ceux qui n'ont jamais eu besoin de trouver. Ils ont toujours su. J'aurais tout donné, mais alors vraiment tout, pour faire partie de cette dernière catégorie. Mais le sort en a décidé autrement, et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. Partout, tout le temps. C'est simple. Je me sens soit de trop, soit pas assez. Jamais au bon endroit, jamais au bon moment. Toujours en décalage avec le monde qui m'entoure. Mes séances de psy pourront en témoigner. Pour moi, c'est encore une quête constante. Mais bon, la faute au capitalisme aussi. Non, sans rire. Dès le plus jeune âge, on nous vend un schéma que nos prédécesseurs ne cessent d'encenser. Naissance, école, travail, retraite, mort. Idéalement avec un enfant ou deux en cours de route, histoire de pouvoir continuer à perpétuer les traditions. Parfait, hein. Parfait pour un dépressif. Mais on fait comment, nous, si ça ne nous correspond pas? On fait notre possible pour exceller à l'école, devenir un bon petit soldat, sourire lorsqu'on nous explique que le masculin l'emporte sur le féminin, et on se tait. Puis on entre sur le marché du travail et c'est sensiblement la même chose. Bon. Mais moi, à la base, ce que je veux, c'est écrire, voyager, ressentir tout ce que la vie et le monde ont à m'offrir, en fait. Écouter, rencontrer, observer, comprendre. Des envies bien éloignées du 8-18 qui me tend les bras, de mon loyer et des factures qui s'accumulent.
Mais bon, s'il m'arrive d'imaginer ma place en forêt, un carnet à la main et mon chat sur les genoux, mes responsabilités me ramènent bien vite à l'ordre. Alors, je cède, en partie du moins. Un métier, oui, mais sans contrainte. Et pas plus de 2 ans, hein. J'aurais peur de me sentir enfermée, voyons. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, la première insomnie. Puis arrivent les autres, celles où l'on comprend qu'il n'existe pas qu'une seule place, mais des tas. Celles qu'on doit se faire parmi notre famille, nos amis, nos collègues, nos amants et que sais-je encore. Après, toutes ne sont pas insurmontables à trouver. Auprès de notre famille, techniquement, elle se fait sans trop d'efforts. On grandit avec des gens auxquels on finit par s'accoutumer. Ils nous apprennent tout ce qu'on a à savoir sur le début de notre vie. On imite, on se ressemble, on s'assemble. Ou pas. Plus le temps passe, plus il arrive que cette place ne soit plus si évidente. On grandit, on cesse d'imiter. On veut exister, on arrête de se ressembler. Les pièces du puzzle évoluent. Pour ce qui est de nos amis, là, c'est sans doute la place la plus aisée à trouver. On les rencontre et à travers eux, c'est un peu de nous que l'on retrouve. Ce qui est formidable avec l'amitié, c'est qu'il s'agit d'un choix constant. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Cette place, on l'a créée ensemble, parce qu'on l'a décidée. En théorie, ça devrait être la même chose avec nos amants. Mais il y a quelque chose de terrifiant avec l'idée de rester lié à une même personne toute notre vie. Je crois que j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse trouver sa place à mes côtés. La supercherie marchera sans doute un temps, hein, mais que se passera-t-il lorsqu'elle se rendra enfin compte que je ne peux pas lui suffire? Quand j'observe le monde qui m'entoure, j'ai l'impression que tout le monde fait comme si elle savait où elle allait. J'ai le sentiment de faire partie d'un concours géant où chacun et chacune de nous lutte pour les places vacantes que la société veut bien nous laisser. Mais est-ce vraiment à ça que tout ce cheminement doit se résumer? Est-ce qu'on doit se battre pour arracher aux autres la place la plus convoitée? Et si elle nous correspond pas, qu'est-ce que c'est censé dire de nous? Et si on la perd cette place, on fait comment? À mon humble avis, sans doute un peu utopiste, je dois dire, on ne devrait pas avoir à faire ses preuves si on se trouve réellement au bon endroit. La vie est déjà assez compliquée à supporter pour en faire une compétition. Après tout, si on est là, c'est qu'on doit bien avoir une place quelque part, non? Peut-être que ce qui compte vraiment, c'est la manière dont on la trouve, ou dont on la crée. Au final, personne n'est mieux placé que nous pour savoir ce qui nous convient le mieux. Par exemple, je ne me suis jamais sentie à l'aise au cours de mes études de droit. Mais vraiment jamais. J'ai toujours l'impression d'être à part et de ne pas correspondre à ce moule-là. En revanche, je ne pensais pas qu'il était possible de ressentir une telle sérénité affective avant de rencontrer mes meilleurs amis. Aka, les chroniques heureuses de ce podcast. Des bisous, je vous aime. En fait, il suffit peut-être juste de s'arrêter un instant et écouter. S'écouter. Qu'est-ce que je veux au fond? Et surtout, auprès de qui? Allez, je vous laisse à vos songes. La bise, jeune fou. Marie, merci pour ton dernier mot, pour ton mot de la fin. Avant de finir, quand même, je voulais revenir sur les mots d'un autre, d'Alain Souchon, qui a semé la polémique le vendredi 14 novembre au micro de RTL. Le chanteur de Full Sentimental a assuré que si jamais il y avait un président du Rassemblement National, il y aurait une révolution. Bon, jusque-là, tout va bien. Et le journaliste Marc-Olivier Fogiel, pardon, il a cherché un petit peu le buzz, et du coup il lui a dit « Mais non, mais regardez les sondages, en fait, le RN il arrive toujours en tête au premier tour, blablabla. » Et du coup Alain Souchon, il est sorti de ses gonds, et il a dit « Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National. » Alors vous vous en doutez, les médias mainstream aux mains de Bolloré, de Bernard Arnault, de milliardaires type Kretinsky, ils ont pas trop kiffé, hein, ils ont pas trop kiffé le Alain Souchon. Est-ce que vous, en tant qu'électrice, vous pensez que être un électeur RN, c'est être un peu con? Je pense que pour être électeur du RN, on peut se dire que ouais, les gens sont soit un peu cons, soit très ignorants, soit animés par la peur et la haine. Mais dans tous les cas, voter pour l'extrême droite n'est pas la réponse à tout ça. Moi, je pense que oui, il faut être vraiment con pour voter le RN, peu importe les raisons pour laquelle on peut voter RN. Déjà, si la personne est raciste ou homophobe ou je ne sais quoi contre des personnes en raison de qui elles sont,
Bah oui, c'est juste être haineux et donc être fermé d'esprit et donc être con pour moi. Enfin, voilà. Et si bah, j'ai déjà entendu des personnes dire qu'elles votaient RN parce que c'était pour elles une sorte de solution, enfin de réaction à un système qui leur convient pas. Bah là aussi, j'ai envie de dire qu'elles sont peu, enfin, bah, qu'elles se servent pas en tout cas beaucoup de leur intelligence, étant donné que bah, je comprends que ce soit une réaction, mais du coup, enfin, il s'agirait de regarder ce pourquoi leur parti vote et ils se rendraient compte en fait qu'ils votent dans un sens qui continue de perpétuer les inégalités qu'ils subissent en fait, étant donné que le RN dans ses votes ne s'intéresse qu'au bien-être des personnes riches et se fout complètement des personnes pauvres. Enfin, faut juste regarder leur vote et c'est facile à deviner, quoi. En fait, à un moment donné, toutes ces personnes, pour moi, bah, de droite et d'extrême droite en l'occurrence, qui ont, enfin, tous ces politiciens, ces grands milliardaires, etc., qui ont réussi à faire croire à la majorité de la population, enfin, en tout cas une partie de plus en plus grande de la population, euh, que la faute de leur misère, c'était les pauvres ou les personnes arabes, ou bah, parce que c'est surtout ça pour le RN, ou enfin l'immigration, ou enfin à un moment donné, c'est pas l'immigration qui vous empêche de payer votre loyer à la fin du mois. Vraiment, ça veut dire un truc, ça s'appelle le capitalisme. Euh, Si vous voulez faire des économies à l'échelle de l'État ou quoi que ce soit, enfin, intéressez-vous à la fraude fiscale, ça peut être intéressant. Ce que les milliardaires ne versent pas, qu'ils devraient verser, la manière dont ils gardent bien leur argent. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas une personne qui est au RSA qui va voler tes aides déjà et t'empêcher de te nourrir à la fin du mois. À un moment donné, il faut remettre les priorités au centre et bah, je pense que c'est un peu se liguer contre des personnes qui sont autant voire plus dans le besoin que toi. Du coup, voilà, à un moment donné, faut réfléchir, se remettre en question et arrêter de regarder que son petit nombril. Ou même si on le regarde, en fait, bah, s'intéresser aux vrais problèmes. En fait, je pense que le vote Rassemblement National n'est pas un vote rationnel. C'est un vote bête. C'est un Et vote c'est un con, un vote- vote de réaction, Oui. un vote de ouin-ouin, Oui. un vote de raciste, un vote de non mais Avec non, un mais vote l'immigration. d'individuel Voilà. extrêmement égoïste et bête et qui ne réfléchit pas. Donc pour moi, oui. Après, je sais que, bah, Elias, souvent tu partages ça, de dire tu peux pas convaincre les gens si tu les insultes. Là, pour Oui. le coup, j'essaie de convaincre personne. Non, mais enfin, je veux dire, je suis pas dans un débat, donc oui, insulter les électeurs, machin, machin. À un moment, en fait, faut bien se rendre compte que l'extrême droite, c'est pas un parti comme les autres. Je veux dire, bon, même les républicains, I cannot, mais on peut se dire, vas-y, ça reste quand même. Et encore. Et encore. Ouais. Mais disons que les républicains d'il y a 10-15 ans, tu vois, c'était genre, ça faisait quand même partie. Ouh, bah c'était Macron quoi. Oui, voilà, mais ça faisait partie du truc républicain et tout. Aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, mais en fait, l'extrême droite, ça n'a jamais été un parti comme les autres. Donc, oui, je suis désolée, c'est un vote où tu as vraiment zéro empathie, t'as aucune intelligence émotionnelle, intellectuelle, je suis pas sûre que t'en aies Mais c'est beaucoup. juste des ouin-ouin. C'est juste C'est des genre ouin-ouin ouin-ouin qui les sont immigrés. égoïstes. Mais non. En fait, pardon, mais peut-être que tes problèmes sont dus à des problèmes collectifs et pas au fait que, en fait, Oui. tu es une femme qui, un jour dans la rue, est portée un voile. Peut-être que Peut-être c'est pas tant un problème que Voilà. les gens mettent des foulards autour de leur crâne. Peut-être que c'est le pas fait si que la grave. fortune des milliardaires en 10 ans est passée de 100 à 1000 milliards, Ça c'est peut-être hot un... take, hot Oui. take. Alors que le taux de pauvreté a augmenté, ça c'est Voilà. un petit problème. Par C'est comme contre, ça qu'est né le socialisme. Par Mais exemple. c'est ça. Je dis ça. Révolution. Mais Bon. Est-ce que vous pensez... Alors oui, c'est vrai que je dis con, mais c'est le vote qui est con. Enfin, je veux dire, foncièrement, les gens sont Non, mais dotés de la même intelligence que nous. Enfin, Non, mais bien sûr. Voilà, j'ai pas un QI plus élevé que la normale. Mais simplement, je... c'est être bête que de voter Et Rassemblement National. émotionnellement, pardon, mais il y a quand même des grosses lacunes en empathie, en... Ah non oui, mais oui. remise en question. Bah, je suis désolée, frère, tu votes RN, tu penses qu'à ta gueule, t'en as rien à foutre Oui, des oui. autres. Et puis aussi, pardon, mais en fait, et tu votes RN, t'es en mode, ah oui, c'est bon, il va s'en prendre aux Arabes, il va s'en prendre machin. Mais après, ça va être qui? En fait, ils s'en prennent aux femmes, ils s'en prennent aux Arabes, après, ça va être les juifs, après, ça va être les homosexuels, après, ça va. Enfin, pardon, hein, Les mais trans en fait... d'abord, ouais. aussi. Non, mais c'est ça, oui. Enfin, je veux dire, vous serez pas épargné. Enfin, quand même, vous êtes le mec blanc de classe moyenne et tout, machin, à la fin, ça va vous tomber sur la gueule, la team. Hein. Bah, on a vu les ouin-ouin de Trump hein, déjà.
Oh là là, mais putain, Ouais. je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais j'aurais jamais pensé. Hasard de qu'il aurait été dingue. méchant avec moi, mais y a rien qui pouvait le prédire. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Oui, souffle, hein. Elias, on t'a pas entendu sur cette question trop politique. Oui, dis-nous. T'es pas obligé de dire que les gens sont des cons, on a le droit d'être C'est pas ce qu'on te demande. Du tout. Non, mais je pense pas que ce soit les gens qui soient cons. Je pense que derrière, il y a une machine médiatique qui est en place, qui fait qu'en fait, ça pousse les gens à aller voter pour l'extrême droite. Par exemple, typiquement, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est les musulmans. Chaque été, on nous ressort la baya, le burkini. En décembre, on nous ressort les crèches de Noël qu'on peut plus mettre dans les mairies. Putain, Donc, c'est vrai que c'est Le des voile à sujets- l'Assemblée, là, ils ont pété Le, un câble. le voile à l'Assemblée, là, ils veulent interdire le ramadan pour les moins de 16 ans. Ouais, mais Quoi? Mais ça va t'as pas. pas vu? Non, mais en fait, j'ai vu un mec qui dit, mais on va dire quoi? Tu vas te faire contrôler par les flics et qui vont être en mode, vas-y. Mais c'est encore Bois stigmatiser du les jus de enfants. pomme devant moi, bois du jus de pomme devant moi. Mais stigmatiser les enfants surtout, mais quelle bonne idée. Enfin, quelle Bah bonne oui. idée. Bah oui, C'est oui. vrai qu'ils sont tellement bien en ce moment, les enfants. On n'a pas du tout les affaires d'inceste, de violence, Oui, et puis qu'en fait, psychologique, il y en physique, a pas sexuelle, y a un pas de problème. sur deux qui a pas eu des pensées très négatives, Non, dépressives, ils vont bien, les suicidaires, enfants. anxieuses. Il faut les empêcher de. Voilà. Il faut On va rentrer les en. empêcher d'entrer dans l'arc-en-ciel. Non, mais c'est ça, c'est encore dire aux enfants, enfin, c'est responsabiliser des enfants, mais quand bien même, en effet, à 5 ans, faire le ramadan, c'est peut-être pas ouf, je suis pas sûr qu'une majorité de musulmans incitent leurs enfants à faire le ramadan, ça j'en suis persuadé, et en plus, dans ce cas-là, il faut peut-être parler aux parents. Il faut pas interdire le ramadan aux enfants, enfin, ça n'a aucun sens de Non, mais légiférer sur des enfants, enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens, ça m'énerve, ça m'énerve. Et vous savez quoi? Moi j'ai envie qu'on se détende un petit peu. Pour terminer ce tour de table, parce que là on était un peu sur les Pascal progressistes. Oui. Tu vois, c'est un peu devenu. Je vous propose qu'on donne un petit peu des recommandations, des choses feel good avant de se retrouver le mois prochain. Est-ce que ça vous dit? Moi par exemple j'ai vu un super reportage sur France Télévisions sur les femmes. Voilà, il y a Florence Foresti dedans, il y a aussi Virginie Efira qu'on aime beaucoup, il y a pas de femme politique je crois, mais il y a Agnès Jaoui qui est une actrice et qui parle dedans. C'est super, je trouve ça pas si mal fait, au moins ça rééquilibre un petit peu le gender gap au niveau des médias, parce qu'on rappelle que c'est catastrophique, hein, c'est vraiment... Oui, oui. Mais donc je vous conseille France.tv en général, Arte en général, voilà, allez voir les reportages qu'ils font, c'est super. Voilà. Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire, vous autres? Je suis allée hier à l'inauguration du salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil. Mais oui, Trop bien. dans le 9-3. Exactement, c'est sa 41e édition, donc c'est vraiment un pilier dans le monde des salons littéraires. Et c'est vraiment incroyable, il y a énormément d'exposants, il y a plus de 400. Et donc il y a vraiment une grosse diversité, il y a des grandes maisons, l'école des loisirs par exemple. Hachette Jeunesse par exemple. Hachette Jeunesse, Gallimard Jeunesse, Robert Laffont Jeunesse, toutes les grandes maisons avec jeunesse. Ouais, Et ouais. puis les plus petites maisons, plus indépendantes, La Ville Brûle, Sarbacane, etc. Et donc voilà, petit rappel, allez soutenir ces événements ainsi que les maisons d'édition indépendantes et les libraires indépendants. Ne commandez pas chez Amazon. Et surtout qu'on rappelle le prix unique du livre. C'est-à-dire que si vous Et- allez chez les libraires, en fait, vous payez pas plus cher qu'à la FNAC. Ah Donc oui. allez-y, vraiment. Moi j'ai un. C'est un bouquin qui s'appelle, pardon, j'ai cherché le nom, Sous la porte qui chuchote. Et c'est Qui chuchote sous la porte? Je rigole, pardon. C'était Pascal. Oh, Oh, le cauchemar. Deuxième cauchemar après le Oh, regarde service ça. militaire. Je rigole et en vrai du coup j'ai bien kiffé. Et vous savez également ce que j'ai acheté ce mois-ci? Et j'ai acheté... Une dignité. Au On passage. peut plus en acheter malheureusement. Non, je rigole. Out of stock avec le Black Friday. Tu couperas ça au montage. Donc ce que j'ai acheté, en gros, c'est un petit carnet. Et en fait, ça s'appelle Cozy Sticker. Et en fait, vous avez par exemple une pièce, juste vous avez genre le sol, les murs, et vous avez 3 tonnes de stickers. Et en fait, vous les collez, vous faites un peu genre votre chambre, vous faites votre petite librairie, vous faites votre petite bibliothèque, votre petit café et tout. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Oui. Donc je recommande, ça aide de ouf à se détendre avec du coup Sous la porte qui chuchote de TJ. Et le diamond painting, évidemment. Exactement. Parce que là, ça va bientôt faire 4 mois. Still going quoi. Alors moi je propose le kit de survie en cas de guerre d'Emmanuel Macron. Allez,
C'est vrai que j'ai vu ça, j'étais en mode ah oui, donc C'est super drôle. Hein. je peux crever. Mais clairement, en plus, en cas de guerre, est-ce que c'est vraiment Emmanuel Macron que j'ai envie de lire? Vraiment pas trop. Hein. À la limite, Déjà, les t'as écolos. suffisamment envie de te foutre en l'air. Oui, c'est ça. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça c'est de la survie. Ça, Voilà. c'est de la survie. Hein, avec les policiers de Sainte-Soline là. Tire tendu, tire tendu. Non, tirez pas, il y a des gosses. Putain, qui est le con qui a tiré? Mais vraiment, c'est ridicule. Mais pardon. Mais... Bon, j'ai beaucoup crié à câble ce mois-ci aussi. Je suis un peu. Et donc seulement Macron. Non, oui. en réalité, il y a un livre de l'Institut La Boétie, donc qui est le think tank de la France Insoumise, qui s'appelle Pour un nouveau communalisme, donc la révolution citoyenne au sein des communes. Donc, vu qu'il y a les élections municipales dans quelques mois, Sauf chez Guiraud à Paris. Je sais bien chez Vous Guiraud avez à jusqu'au Paris. 9 février pour vous inscrire sur les listes. Oui. Ouais, Do it. effectivement. Donc c'est un livre que j'ai commencé à lire parce qu'il est sorti récemment. Et donc ça explique tout le processus révolutionnaire, comment changer la vie des personnes du coup au quotidien et l'importance des communes dans la révolution, on va dire, citoyenne, avec notamment les cahiers de doléances, la participation à la vie locale et puis surtout pour la bifurcation écologique, puisque c'est les communes qui sont au premier... qui sont pionnières dans cette bifurcation écologique et qui savent le mieux comment gérer les besoins des citoyens locaux. Donc voilà, c'est un livre très intéressant que je recommande énormément. Et dernière recommandation, c'est de prendre soin de vous évidemment. Prendre soin de vous et de votre lumière à l'approche de l'hiver et des heures sombres du jour et de la nuit et de pas de soleil sa mère. C'est déjà la fin de cet épisode de Contrôle Z. Pourquoi vous soufflez comme ça? On aurait dit Mao Drama dans la voix, c'était vraiment genre exactement. Mais c'est parce que le je même, l'écoute beaucoup. Non, je sais, mais genre vraiment en mode je fermais les yeux, je croyais que c'était. Incroyable, mais j'ai même pas fait exprès. J'ai son Bon 06. C'est déjà la fin de cet épisode de Contrôle Z. Hippo, Valélias, Marie-Amélie, merci pour vos brillantes interventions. On se retrouve le mois prochain pour refaire le monde et l'actualité du mois de décembre. D'ici là, sortez couverts et couverts. Bisous. Bisous. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no.